Bienvenue dans cette émission du 15 novembre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. J'aimerais remercier les spectateurs hier qui m'ont fait part de l'erreur que j'ai commise, puisque j'ai associé Jean-Baptiste Rivoire et Elucide comme médias indépendants. Et bien sûr, ça n'est pas le cas. Jean-Baptiste Rivoire a lancé Off Investigation, un très très bon média indépendant, et Elucide, quant à lui, a été initié par Olivier Berruyer. Donc désolé pour ce lapsus. Et puis voilà, c'était une manière aussi pour moi de nommer un certain nombre de ces médias indépendants qui contribuent tellement à la préservation de la possibilité de la circulation d'une information honnête. On pourrait en mentionner encore bien d'autres, bien sûr, comme Blast Media, TV ADP. Enfin voilà, mon propos n'était pas tellement d'en faire la liste que de souligner leur importance et de nous encourager tous à soutenir l'émergence de ces nouveaux médias qui sont en train de se substituer à une presse mainstream en pleine déconfiture et à juste titre étant donné la gravité de leur inconduite professionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Pendant ce temps-là ». Pourquoi ? Eh bien parce que, alors que notre attention est mobilisée sur certains sujets qui nous sont brandis sous le nez les uns après les autres, et il y a lieu de soupçonner que cela soit intentionnel, eh bien l'agenda toxique des prédateurs globaux mondialistes se déroule en toute tranquillité et on voit effectivement comment leurs projets et leurs pions avancent de jour en jour. Car nous sommes effectivement dans cette situation où il y a un ensemble de psy-op, c'est-à-dire d'opérations de manipulation psychologique de l'opinion publique qui se déroulent. Le Covid, évidemment, a été le premier grand coup de tonnerre, mais il y en avait déjà eu des précédents, avec le 11 septembre, avec la guerre en Irak, avec des attentats comme ceux du Bataclan et de Nice, que je traiterai dans une prochaine émission. Puis après, bien sûr, la guerre en Ukraine, les punaises de lit, le réchauffement climatique, et puis tout récemment, la guerre entre Israël et la Palestine, qui dessine un théâtre de marionnettes médiatiques qui captive notre attention en permanence et avec cette double ressource, soit d'exploiter des événements qui se déroulent réellement, parce qu'il y a bel et bien des punaises de lit, il y a bel et bien des tremblements de terre, il y a bel et bien des fois des nouveaux virus qui circulent, mais à ce moment-là, on les présente d'une manière qui n'a plus rien à voir avec la réalité, qui s'en éloigne en tout cas de manière significative, soit on peut tout à fait créer des événements et l'état profond, c'est-à-dire cette manière dont nos États ont été infiltrés par les intérêts et les systèmes mafieux des prédateurs globaux permet même, le cas échéant, de produire des événements. Et par exemple, des attentats terroristes sous faux drapeau sont une des grandes ressources qui est régulièrement utilisée. Et tout ceci nous plonge en fait dans un monde d'images avec des fictions, et notamment les plateformes en ligne comme Netflix qui nous proposent un tel catalogue qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas être hypnotisé par cette offre, alors qu'à l'époque, on se rendait au cinéma ou on regardait éventuellement les séries qui étaient diffusées sur les chaînes nationales. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus individuellement captivés, hypnotisés par ces fictions ou des chaînes d'information, et donc il y a une compulsivité de la consommation de contenu audiovisuel, avec un thème intéressant qui est celui du renversement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup par le biais de la fiction qu'on fait passer des compréhensions du monde qui ne sont plus répercutées, qui ne sont plus proposées par les médias mainstream, totalement assujettis à des agendas criminels. Donc par exemple, sur la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est par des séries télé qui sont diffusées sur Netflix en l'espèce que le public peut mesurer la gravité de la corruption systémique qui existe dans le domaine de la santé. Sur les chaînes mainstream ou dans les médias mainstream, il faut vous lever de bonne heure pour trouver autre chose que quelque chose d'anecdotique ou qui servira uniquement de cache-misère. Mais le résultat de tout ça, c'est que nous sommes scotchés, hypnotisés devant ce déferlement d'images, et ceci évidemment sert des objectifs multiples. Le premier, il faut toujours se souvenir que c'est la grande tactique du totalitarisme et des systèmes pervers, c'est de retraumatiser le plus possible.
Et quand on pense à toutes ces séquences de psyop, d'événements fictifs ou réels qu'on a montés en épingle et qu'on nous a présentés toujours sous le jour le plus anxiogène possible, le but est de faire paniquer la population, de nous sentir agressés, de nous sentir en danger de mort, de nous sentir menacés, tout ceci produisant des traumatisations à répétition qui visent à entretenir l'état de choc et donc après la docilité de l'opinion publique par rapport à des réponses autoritaires. Deuxième objectif, c'est la stratégie du hachoir dont j'ai déjà parlé. Donc on a vu par exemple qu'autour du Covid, il y avait deux camps qui s'étaient scindés de manière relativement claire. Il faut savoir que les opposants aux politiques Covid représentaient malgré tout 35 à 40% de la population. Un bloc très homogène, plein de ressources, compétent. Et donc avec la crise russo-ukrainienne, mais ça a mal marché, mais surtout israélo-palestinienne, en train de complètement casser ces deux blocs, et donc on fragmente de plus en plus les camps en faisant en permanence diversion. C'est-à-dire que ça permet d'éviter les vrais problèmes. Alors c'est pas pour dire que la situation en Palestine est anodine, entendez-moi bien. Ça n'est pas pour dire que les questions environnementales sont anodines, entendez-moi bien. Mais en braquant notre attention exclusivement sur ces questions-là, eh bien ça permet d'éviter d'adresser, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire de prendre en considération les problèmes de société réels auxquels nous sommes confrontés. Avec le risque de cette surexposition à des images traumatisantes. Alors récemment, il y a eu une polémique, par exemple, autour de la projection d'images des massacres perpétrés par les commandos du Hamas sur de malheureuses victimes civiles israéliennes à l'Assemblée nationale. Et effectivement, l'exposition à des images de cette nature ne peut que générer de la sidération, de la déshumanisation et de l'hystérisation. Vous voyez, parce que déjà être confronté à des images violentes dans un film de fiction, si vous voyez des gens se faire massacrer à la tronçonneuse dans un film de fiction, ça va déjà être extrêmement anxiogène et difficile pour votre psychisme, mais vous avez au moins la ressource de savoir que c'est mis en scène, que ça n'est pas vrai, que les gens ne se vont pas réellement démolir, trucider, éventrer, etc. Alors que là, vous avez des représentants de la nation qui ne sont pas psychiquement particulièrement matures ou développés. C'est des gens qui ont consacré leur vie à l'action et grand bien leur fasse, ça n'est pas une critique, mais qui n'ont pas forcément les compétences psychiques de gérer l'exposition à l'horreur absolue. Et quand vous voyez des gens sur des images qui étaient vivants, qui se font trucider de manière abominable et qui finissent morts, mutilés, éventrés, décapités devant vous, on est plongé dans l'horreur. Et je me permets de le dire, ça n'est jamais bon. Ça n'est jamais bon. Nous n'avons pas besoin d'avoir des images des chambres à gaz ou des exécutions sommaires dans les camps de concentration pour mesurer l'horreur des camps de concentration. Nous n'avons pas besoin de voir des images d'enfants se faisant violer et tuer dans des cérémonies pédocriminelles pour comprendre l'horreur de la chose. Et au contraire, l'exposition avec le visuel de ce qui s'est réellement déroulé est insupportable, est insoutenable psychiquement. Et donc c'est extraordinairement problématique. Alors il est une personne dont j'admire beaucoup la position autour du conflit israélo-palestinien. Évidemment, il se fait des ennemis de tous bords, donc en l'occurrence c'est peut-être bon signe, mais c'est maître Fabrice Divizio. Et j'aimerais aborder sa position par rapport à ça, qui me paraît à la fois très juste et très courageuse, mais aussi très nécessaire, en relevant qu'il adopte sa propre position à partir de ses convictions religieuses. Alors, il ne cache pas le fait qu'il est catholique, pratiquant, et évidemment qu'à notre époque, la religion, c'est devenu encore le grand épouvantail. Pourquoi ? Parce qu'on met en lumière systématiquement les fanatismes qui peuvent exister dans les religions, mais il en existe aussi dans des courants politiques, il en existe partout à vrai dire, en perdant de vue tout l'aspect civilisateur qu'ont également les religions. Alors, évidemment qu'en tant qu'anthropologue, on connaît l'anthropologie du sacré et que tout les courants religieux sont capables du meilleur et du pire. Le pire, c'est ce fanatisme intolérant et meurtrier. Le meilleur, c'est le courant spirituel ou mystique qui vise
au fait de rencontrer notre condition humaine dans la contemplation du mystère. Et puis il y a également des formes intermédiaires, sociales, morales, qui relèvent plus de la coutume ou du vivre ensemble. Mais Hartmut Rosa, un très grand sociologue allemand, a récemment publié un livre très intéressant qui s'appelle « Pourquoi la démocratie a besoin de la religion ?» Et en Occident, nous avons plutôt le pli de considérer que c'est parce que nous nous sommes débarrassés de la religion que nous avons pu créer une société plus humaine ou plus éclairée. Et c'est extraordinairement contestable à de nombreux égards, précisément parce que la religion n'est pas cet obscurantisme, ou elle n'est pas que cet obscurantisme qui a pu exister à certaines époques, mais elle est aussi quelque chose qui rappelle qu'il y a une verticalité, et donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors Maître Divizio avait publié une remarque extrêmement intéressante, un long texte dont je vous cite un extrait, suite à la messe à laquelle il a participé dimanche dernier, en disant « Tout à l'heure, lors de l'Eucharistie dominicale, je me suis fait cette remarque, quel chrétien serais-je si je n'étais nourri de l'intime désir de paix ? Quel chrétien serais-je si je n'étais pas capable de pleurer les enfants d'Israël, souffrant de toute mon âme avec les familles endeuillées, comme avec celle des enfants otages? Quel chrétien serais-je si je n'étais pas révolté par le bruit des bombes qui s'abattent sur Gaza? Quel chrétien serais-je si, au-delà de tout, je ne croyais pas à la paix? » Et c'est là où c'est intéressant. Vous voyez, il y a cet ancrage qui fait que, finalement, dans cette opposition de deux blocs, l'un pro-palestinien, l'autre pro-israélien, il y a évidemment des réflexes de chauvinisme, d'intolérance, de fanatisme qui émergent de part et d'autre. Et ce que nous dit Maître Divizio, c'est qu'il trouve dans sa foi, alors ça n'est évidemment pas pour dire que c'est le modèle que chacun devrait adopter, chacun est libre évidemment de ses convictions ou absence de convictions, mais qu'il puise dans la foi cette capacité d'être ému de manière symétrique, quelle que soit la victime et quel que soit l'assassin. À ce sujet, je me permets de vous mentionner, parce que c'est un texte d'une beauté magnifique, que Véronique Jeanne Lévy, la sœur de BHL, figurez-vous, qui s'est convertie au catholicisme, a écrit toute une lettre, une interpellation à Jacques Attali, que vous trouvez à la référence que je vous indique, et qui vraiment est, là encore, quelles que soient nos propres convictions, mais extrêmement lumineux quant à ce qu'elle-même a puisé dans sa conversion et l'orientation qu'elle a donnée à sa foi. Alors Maître Divizio, il a un autre avantage. Alors je sais qu'il agace certains, et c'est normal, dès que les gens sont un peu actifs avec leur style, cela peut arriver, mais en ce qui me concerne, il a un humour assez délicieux. Et vous voyez, quand Isabelle Balkany est entrée dans le débat que je vais vous présenter dans quelques secondes, il a réagi en disant « Tiens, il y a Matt Dalton qui s'en mêle ». Voilà, donc moi j'avais utilisé Avril Dalton et Rantanplan pour parler de Tristan Mendès France et de la clique des fact-checkers, mais avec Isabelle Balkany, nous avons donc Matt Dalton. Alors de quoi s'agit-il? Fabrice Divizio a réagi à cette projection des images des massacres perpétrés par le Hamas à l'Assemblée en disant « Si j'avais été député, j'aurais boycotté le visionnage des images du 7 octobre. » La raison? Premièrement, qui nie ce qui s'est passé? Deuxièmement, quel est le but de celui-ci? Sinon me convaincre qu'Israël a le droit de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, tant l'horreur était insoutenable. Troisièmement, je ne me laisse pas manipuler par mes émotions, c'était vrai hier avec le Covid et ça l'est aujourd'hui avec Israël. Et il ajoute, député de la nation, j'aurais exigé des vidéos du Yémen, du Congo, mais aussi de Gaza sous les bombes, et j'aurais appelé à la tribune le directeur général de l'ONU sur la situation à Gaza. Il continue, et personne ne me l'aurait refusé, car évidemment le but n'était pas de me manipuler à travers les images, n'est-ce pas, mais bel et bien de m'informer sur les horreurs des attaques contre les populations civiles innocentes. Le but ne pouvait pas être de faire une hiérarchie entre les horreurs, n'est-ce pas? Alors évidemment, c'est une réaction qui, on s'en doute, a aussi pas mal choqué, mais je trouve essentiel de souligner déjà le côté parfaitement nocif et contre-productif de l'exposition à des images insoutenables. Ça n'est pas comme ça que l'on comprend la réalité. Alors des gens nous disent « Oui, vous êtes négationniste, vous ne voulez pas voir les choses en face. » Non, non, mais savoir, comprendre, voir qu'il y a eu des massacres et être plongé dans l'horreur, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que précisément, la traumatisation extrême qui en résultera ne peut que vous plonger
dans des réflexes d'hystérisation ou de dissociation psychique, ce qui est le préalable à faire n'importe quoi et à rajouter encore de la souffrance à la souffrance. Puis l'autre élément, c'est que le monde entier voit et sait à quel point les Occidentaux sont dans l'inégalité de traitement permanente. Évidemment que les massacres perpétrés par le Hamas en Israël sont insoutenables, abominables, inhumains, que les auteurs doivent être punis. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi l'Occident ne focalise jamais que sur les malheurs d'Israël ou des Américains et jamais sur tout ce qui se passe à la surface de la planète de comparable? Et là, qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de nous aliéner le monde entier qui voit bien que nous ne sommes pas honnêtes dans cette manière de faire et de vivre les choses. Alors, pendant que toute notre attention est captive, et comment ne le serait-elle pas, à la fois des horreurs qui se passent en Israël et en Palestine, mais aussi de toutes ces affaires qu'on ne cesse de générer. Et il y a actuellement un tel état de tension et d'antagonisme dans nos sociétés que c'est permanent. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'agenda des prédateurs mondiaux avance, avec notamment 2 jalons importants qui se sont produits ces derniers jours. Premier, c'est la question de l'identité numérique, qui est le préalable au contrôle de toutes vos finances par le biais d'un système centralisé, ce qu'on appelle la monnaie digitale centralisée, et le traité pandémique de l'OMS. Alors l'accord sur l'identité numérique, eh bien, il y a un empressement du Parlement et des États membres. Ursula von der Leyen propose un système européen d'identité électronique qui suivrait tout, du paiement de vos impôts jusqu'à la conduite à vélo, tout ça pour votre bien évidemment. Une technologie où nous pouvons contrôler nous-mêmes quelles données y figurent et comment elles sont utilisées. Et évidemment que ça va dans le sens, ce portefeuille numérique européen, des logiques de contrôle social extrêmes. Et on voit bien ce qu'ils ont été capables de faire autour de l'injection génique expérimentale relative au Covid, en excluant des populations entières de l'accès à des jouissances de première nécessité dans le champ social, et vous vous doutez bien que le jour où ils auront le contrôle de l'accès ou non de votre compte en banque, ils seront assez empressés quant au fait de vous sanctionner si jamais vous ne marchez pas dans la direction dans laquelle ils souhaitent que vous marchiez. Alors Bob Ross, qui est ce député européen néerlandais qui était intervenu notamment face à Pfizer lors de l'audition en disant « Mais est-ce que vous avez testé l'effet sur la contagiosité de votre préparation présentée comme un vaccin ?» Eh bien, a alerté à nouveau en disant « Ils ont tout mis dans le pipeline et ce projet dont on sait depuis des années qu'ils l'ont, en nous étant fait bien sûr traiter de complotistes, est actuellement à bout touchant. » Et Nicolas Vidal, sur Putsch Média et Ligne Droite, voyez, a souligné, et comme combien je le rejoins, tonton Thierry Breton, tout content de son portefeuille numérique, et surtout pas besoin de demander l'avis au peuple, car le crédit social, c'est pratique, sûr et sécurisé, et aussi excitant que la surveillance de masse. Donc voilà, pendant qu'on est occupé par toutes sortes de choses et que nous nous chamaillons à l'infini sur des questions certes graves, mais qui n'ont pas le même impact sur notre quotidien que ce dont il s'agit, eh bien, eux déroulent leur agenda. Et quant au traité pandémie, on sait le forcing, c'est donc les 2 éléments du nouveau fascisme mondialisé. Premier, c'est le contrôle et la surveillance numérique permanente, et le fait que nous soyons totalement dépendants de ce système. Et l'autre, c'est le fait de confier à l'OMS, de manière supranationale, le droit de décider d'un certain nombre de choses. Et donc, dans le traité pandémique qui est proposé par les instances de l'OMS, qui, rappelons-le, doit être entériné par une majorité des 2/3 à l'Assemblée mondiale de la santé, l'adoption impliquerait déjà l'application en tout temps de la prédominance de l'OMS, donc il n'y a même pas besoin d'urgence pandémique, et ensuite que l'OMS soit reconnue, je cite, l'autorité directrice et coordinatrice de l'action sanitaire internationale dans le domaine de la santé. Toutes les décisions étant prises par un comité indépendant, alors ça fait quand même un peu marrer quand on connaît la bestiole, non élu, ça c'est plus logique, et qui ne sera pas sous le contrôle d'organes représentant les peuples, les parlements, etc. Voilà. Et donc la souveraineté des États sera réduite à la fonction de défendre les buts et les objectifs du traité. Les États seront responsables et auront à justifier la manière dont ils défendront les buts et les objectifs du traité. C'est-à-dire que c'est la fin définitive de la souveraineté nationale.
Alors, je remercie Pandantag, qui est toujours très, très amusant et pertinent, hein, qui dit le 24 mai 2024, ça c'est le moment où le texte sera voté, un type soutenu par Soros, Schwab, Gates est soupçonné de complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, et une plainte en cours auprès de la Cour pénale internationale, tentera de prendre le contrôle de la santé mondiale. Donc, on imagine à quel point il est important de dire non. Il y a aujourd'hui un courant important dans de nombreux pays pour quitter l'Organisation mondiale de la santé ou créer autre chose, comme l'Ordre universel des praticiens de santé, initié en Belgique par de valeureux médecins et rejoint par de plus en plus de professionnels de la santé. Et donc voilà les deux périls majeurs que le champ des psy-opérations, bien sûr, si tragique et si importante soit-elle en elle-même, est en train de masquer. À demain.